La généalogie, c'est cette matinée avec monsieur Alain Rouault, qui s'intéresse à la généalogie depuis très longtemps, depuis son plus jeune âge, pourrions-nous dire, qui a également pris goût à la représentation visuelle des arbres généalogiques au point d'en faire son métier, avant beaucoup d'autres, et notamment donc en qualité de géné-arboriste. Il a créé Passion Généalogie en 2011 pour diffuser ses créations, notamment des arbres généalogiques prêts à remplir. Et il est inventeur de concepts innovants autour de ce thème. Il surveille un petit peu les évolutions techniques et graphiques qui se produisent. Et il a notamment partagé ce goût dans un guide dédié à ce sujet, édité en 2018, Comment présenter sa généalogie aux éditions Archives et Culture. Il a également cofondé le site Géné Agenda, donc un site dédié à l'événementiel généalogique en 2015, et participé à l'organisation du premier salon virtuel de généalogie français en 2020. Je lui cède immédiatement la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc la présentation mon intervention va porter donc sur les programmes de généalogie. Ça va faire écho à la présentation d'hier d'Éric et Jean-Jacques qui évoquaient uniquement la partie des logiciels libres. Moi, je vais tâcher de présenter les logiciels privatifs, du coup, commerciaux ou pas, d'ailleurs. Ça va venir parfaitement en écho à certains propos de mes prédécesseurs qui ont évoqué donc forcément des cas de familles moins hétérocentrées, du coup moins traditionnelles, et je vais bien sûr centrer la présentation sur des cas de figure qui sortent un peu de la traditionnelle union mariage hétérosexuel, bien évidemment. L'idée étant de voir comment les programmes généalogiques, les principaux programmes généalogiques en France se sont adaptés ou s'adaptent aux évolutions sociétales récentes, actuelles et à venir. Et j'essaierai autant que possible de faire des parallèles avec des situations qui ne sont pas si récentes que ça. Donc j'ai pioché dans des documents d'archives qui nous montrent que la problématique qu'on peut imaginer strictement contemporaine ne l'est pas tant, et parfois dans le cadre d'une généalogie traditionnelle, on va dire, on va se retrouver dans des cas de figure qui nous rappellent ceux d'aujourd'hui. Et puis on fera aussi des parallèles par rapport aux nouvelles aspirations des généalogistes amateurs plutôt, du coup, qui vont parfois vouloir autre chose que ce que proposent les logiciels. L'idée étant de constater comment les programmes s'organisent, de les comparer entre eux et de suggérer quelques évolutions. Alors le PowerPoint n'étant pas sous le format PowerPoint, justement, il y a quelques problèmes de mise en page, mais il semblerait que le contenu soit quand même préservé. Vous remarquerez que je fais quelques illustrations. Alors je manquais un peu d'imagination, donc parfois vous aurez des cellules familiales un petit peu bizarres, avec des noms un petit peu bizarres. Donc c'était mon humeur du moment, avec des illustrations fantaisistes. Le jeu étant de les trouver éventuellement si vous voulez avoir un petit peu d'aspect ludique là-dedans. Alors le périmètre de ma présentation va concerner les principaux programmes de généalogie en France, donc plutôt les programmes donc non libres. Soit ils sont édités sous forme de logiciels, soit d'applications en ligne. Alors dans le logiciel, j'ai travaillé sur la dernière version de Génétique et d'Eredis, et sur Family Tree Builder, qui est la version logicielle de MyHeritage. Donc c'est pas la même chose entre la version en ligne MyHeritage et le logiciel qu'on installe, Family Tree Builder. C'est pour ça que j'ai pris les deux, mais dans l'absolu c'est la même maison du coup maintenant. Et bien sûr les sites internet Genanet, Philae et Family Search. Les 7 outils passés à la loupe sont, à mon avis, des programmes leaders. Ils ont une certaine ancienneté, une certaine constance dans l'évolution technologique qui fait qu'ils ont évolué dans le temps, et il y a un petit recul quand même pour analyser les modifications qu'ils ont pu
mettre en place, on va dire. Je les ai choisis aussi parce qu'ils sont soit développés en France, j'entends par là Genanet, Redis et Généatique notamment, ou soit parfaitement adaptés au marché européen avec des aides et des menus complètement français. Et puis aussi, ils représentent quand même une majorité des programmes utilisés par les généalogistes. Bon, à la louche, on peut imaginer que 3/4 des généalogistes qui utilisent des programmes sont sur ceux-là, mais vraiment à la louche. Sachant que j'ai étudié ces programmes en tant que sur la base d'un généalogiste lambda, on va dire, je suis pas rentré dans toutes les fonctions avancées qui pourraient faire en sorte peut-être de trouver quelques solutions aux cas de figure que je vais présenter. Il est possible que certains paramétrages puissent être effectués, mais il faut déjà s'y connaître, donc je suis pas allé sur ce registre-là. Alors la présentation va se structurer en 2 temps. Le premier, ça va être le temps du constat, de voir comment ces programmes généalogiques gèrent les unions. Alors les mariages vont bien sûr pas beaucoup me préoccuper, si ce n'est certains mariages, on va plutôt voir hors mariage justement. Je vais ensuite apporter un éclairage sur le traitement des programmes par rapport au genre et aux personnes ou à la non-binarité, donc aux personnes non genrées. Bien évidemment, les cas de figure de l'homoparentalité, la triparentalité et alors les alternatives à la filiation qu'on pourrait aussi pour lesquelles on pourrait parler de pluriparentalité du coup. À la suite de quoi, j'évoquerai les raisons qu'on a d'espérer que ça puisse éventuellement évoluer favorablement. Alors la première partie concernera le constat fait au niveau des unions. Donc l'idée était de voir comment les éditeurs de programmes gèrent les couples non mariés, sinon c'est pas intéressant vu que c'est classique dans le cadre de ma présentation, et les unions homosexuelles. Donc j'aborderai dans un premier temps comment on fait hors mariage, on va dire, la saisie d'un couple homosexuel, et puis à la suite de quoi, comment les programmes ont géré la cohérence tant graphique que lexical, à travers tous les outils d'édition automatisée notamment. On verra si tout ça est raccord. Donc pour les couples mariés, le premier constat, c'est que bien évidemment le mariage est proposé par défaut. On est dans le cadre de la généalogie, donc quand même la plupart des cas d'union sont basés sur le mariage. Donc mode d'union proposé par défaut. Lorsqu'on est dans le cadre d'une union homosexuelle, le même appel à valeur est apporté que le cas d'union de mariage hétérosexuel. Donc là, il n'y a pas de différence. Et certains programmes proposent des appels valeurs pour qualifier plus précisément l'union, quelle qu'elle soit, à l'exception de Philae, dont je n'ai pas trouvé la possibilité d'aller un peu plus loin que pour préciser le mode le lien entre 2 personnes d'un même couple. Alors bien sûr, en dehors du mariage, ce qu'on va trouver le plus souvent, c'est le concubinage. Alors l'appellation concubinage n'est pas utilisée par tout le monde. Il n'y a que Généatique qui l'utilise. Redis utilise le libellé union libre. Bon, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Genanet utilise non marié. Family Search, pudique, ont vécu maritalement. Et MyHeritage, donc programme international, a traduit plutôt quelque chose assez ouvert entre partenaires et autres. Donc dans tous les cas, on a bien sûr des solutions pour spécifier une union qui n'est pas basée sur un mariage. Le Pax est d'une autre forme d'union autre que le mariage en tant que tel. Donc il faut savoir que bien qu'il a été légalisé fin 99, seul Généatique et Généanet le proposent en appel valeur. Et Redis, bizarrement, ne propose pas le libellé Pax, mais un libellé autre union officielle, donc qui correspond très bien, mais du coup qui est pas forcément très adapté au système français. Et Genanet, en plus de proposer le libellé Pax, offre la possibilité de saisir aussi une union libre où on va mettre un libellé qui peut éventuellement correspondre à une autre appellation en dehors de la France, puisque chez nous le Pax est le seul libellé qui convienne dans ces cas de figure.
Et puis les programmes internationaux n'ont pas adapté la spécificité française du PACS dans leur programme, mais proposent aussi des appels valeurs pour lesquels on pourrait se retrouver. Mais ils n'ont pas traduit le PACS dans leur programme. Alors, donc on a vu qu'une union était possible, était saisissable dans les programmes sans que ce soit forcément dans le cadre d'un mariage. Le deuxième intérêt, c'était de voir comment les programmes organisaient la saisie d'un couple homo. Donc, satisfaction sur ce plan-là, tous les programmes étudiés permettent sans difficulté la saisie directe d'un couple homosexuel, que ce soit de femmes ou deux hommes. Saisie directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de contourner pour d'abord saisir un homme et une femme et ensuite aller modifier le sexe. Directement, on peut faire la saisie, même si bien évidemment le sexe opposé est forcément proposé par défaut dès lors qu'on saisit soit l'homme, soit la femme. Pour autant, c'est des évolutions assez tardives. J'ai regardé un petit peu dans l'historique de ces programmes, j'ai trouvé des informations concernant Généatique et Généanet. L'union homosexuelle, elle est possible, donc elle est débridée informatiquement chez eux depuis 2006 pour Généatique et depuis 2011 pour Eredis. Alors avec un PACS qui permettait de lier deux individus de même sexe depuis 99, on peut pas dire qu'ils aient été alors même pas précurseurs, mais qu'ils ont mis un petit peu de temps avant d'intégrer ces évolutions, ou au moins de communiquer, parce que peut-être que le déblocage informatique a été fait tout de suite, mais la communication, je l'ai trouvée qu'en 2011 et en 2006. Les autres, j'ai pas trouvé d'infos, donc je ne saurais pas vous dire. Alors, les logiciels se sont adaptés aux évolutions. Donc 99, les unions PACS pour la France, tout du moins. Et pourtant, on se dit que dans notre histoire personnelle, on peut être amené dans les actes d'état civil, voire de registres paroissiaux. Alors non pas trouver une union homosexuelle, quoique hier on a trouvé une naissance avec deux mères quand même. Hier il a été évoqué une naissance avec deux mères. Donc on peut se dire qu'on peut trouver des cas, bien sûr, d'homosexualité, alors pas forcément dans les actes d'état civil ni de registres paroissiaux, mais dans les archives tout simplement. Ben là j'ai failli en trouver un, mais vraiment on était sur le point de le trouver. C'est un mariage homosexuel qui a presque réussi en 1718 dans le Cher. Donc l'idée étant de faire le parallèle sur le fait que les programmes s'adaptent aux évolutions actuelles et futures, mais peuvent aussi être adaptés aux évolutions passées. C'est l'acte de décès de Léonard Chambon. Et dans son acte de décès, il est précisé qu'il a été inhumé une fille ou une femme travestie, habillée en homme, qui se nomme donc Léonard Chambon, et qui, déguisée en femme, était sur le point de se fiancer avec la veuve Couillard. Et donc ils allaient passer à la bénédiction nuptiale lorsqu'il est tombé de l'arbre. Alors est-il tombé d'un arbre tout le moins? Est-il tombé tout seul ou l'a-t-on poussé? Je ne sais pas, mais s'il n'était pas tombé, il se serait peut-être marié en étant travesti, qui sait. Et auquel cas, dans une généalogie, on n'aurait pas eu la possibilité de le saisir si les programmes n'avaient pas donné cette possibilité de saisir une union homosexuelle. Alors on a vu que le mariage homosexuel était possible. L'idée après, j'ai été plus loin, c'est de voir est-ce qu'il y avait pour autant, une fois que la saisie était faite, une cohérence dans le graphisme et tout ce qui est syntaxe pour des présentations phrasées d'une généalogie. Alors, on a des programmes qui sont parfaitement cohérents sur le plan graphique. Là, on a les trois premiers, Généatique, Eredis et Family Tree Builder. Donc, on a dans le cas de figure des unions entre deux femmes, donc présentées avec strictement la même couleur. Donc, le rose pour Généatique, je sais pas, normalement ça doit être du vert, mais là ça rend pas forcément. Non, c'est pas c'est du saumon pour Généatique. Donc, on a une couleur qui est respectée. Si c'est deux hommes, si c'est deux femmes, là il n'y a pas de souci. Même chose pour Family Tree Builder. Pareil pour Généanet, MyHeritage, Philae et Family Search, où la plupart des programmes ont utilisé le bleu, soit en couleur, soit en liseré, et donc ils reprennent là le cas d'union homosexuelle masculine. Donc la cohérence graphique est plutôt assurée. Alors au niveau de la cohérence lexicale, donc quand j'entends parler de cohérence lexicale, c'est tous les menus de navigation et les outils d'édition automatisés. Là j'ai regardé un petit peu plus en détail. Alors on a trois catégories.
On a les programmes, j'espère qu'ils l'ont fait exprès, mais auquel cas, s'ils n'ont pas fait exprès, tant mieux, que j'ai catégorisé comme malins. C'est des programmes qui utilisent la forme plurielle systématiquement. Donc c'est conjoint, époux, et du coup, que ce soit une union entre deux hommes et deux femmes, ça marche, c'est parfaitement raccord. On a dans ce cas de figure Eredis, Philae et Family Search qui permettent justement de s'adapter à tous les cas de figure. La catégorie plutôt des programmes machistes, on va dire, c'est Genetic et Family Tree Builder, qui, dans leurs outils de navigation, eux, proposent le libellé conjoint ou époux, donc qui masculinise tout. Du coup, en cas d'union, bien sûr, homosexuelle femme, ça colle pas. Et puis on a MyHeritage qui là joue plutôt la flexibilité dans ses outils de navigation. Et bien il va systématiquement accorder en mettant pour un couple d'hommes que le mari est un tel, et pour un couple femme que la femme est une telle. Donc c'est le programme qui va jouer la flexibilité le mieux, on va dire. Un petit impair pour Genanet qui a voulu faire un petit peu plus original, au lieu de dire mari, femme, époux, etc. Il a plutôt joué le lexique lui, elle. Mais pour le coup, il a oublié de faire attention au sexe. Donc du coup, dans le cadre de l'union de Jeanne Dupont avec Marie Durand, Jeanne Dupont, c'est lui, et ça ne change pas, et on ne peut pas changer. Donc là, c'est un petit peu original comme présentation, mais ça marche pour le coup pas tout le temps. Alors, au niveau de la cohérence lexicale, je vous ai mis quelques extraits de documents générés automatiquement. Alors, on a des programmes qui utilisent des formules soit neutre, soit qu'il accorde assez bien. Là, on a le cas de figure de Genetic, d'Eredis, MyHeritage et Philae. Donc là, il accorde bien marié et eux. Elle s'était mariée, en parlant de femme. Elle se marie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Épousé, donc on est neutre. Philae qui parle de mariage avec. Donc là, la formule passe parfaitement. Et puis Family Tree Builder, elle qui dans le couple Justine Bridou et Justine Bieber, Justine avec un E, donc deux femmes, et bien là autant il pouvait graphiquement accorder les choses, mais dans la présentation phrasée, donc une femme, il a épousé une autre femme, quoi. Alors j'ai pas étudié toutes les possibilités, toutes les options d'édition. J'en ai pris certains, les plus courants, donc il se peut aussi qu'il y en ait qui soient encore pires, voire nettement plus adaptés. Voilà, on a un petit florilège, mais j'ai pas tout. Alors, concernant les unions, en synthèse, qu'on peut dire, c'est que les relations autres que le mariage classique sont permises par tous les programmes étudiés. Les unions homosexuelles, donc, possibles. Présentation graphique des couples de même sexe est assez bien réussi. Par contre, encore quelques améliorations qui pourraient être apportées à la fois au menu de navigation, à la syntaxe dans les champs de saisie et bien sûr aux documents rédigés de manière automatique. Donc que ce soit des rapports, des fiches, tout ce qu'on veut avec tous les noms qu'on leur donne. Là, on a quand même un petit peu d'adaptation qui pourrait être fait par les éditeurs. Alors la deuxième partie des constats, c'était de voir un peu comment étaient traités les individus non genrés et voir un petit peu les stéréotypes de genre. Alors en s'attaquant d'abord au choix du genre. Donc quand on crée un individu, le fait de le mettre homme, femme ou autre. Ensuite, comment les programmes traitent les individus non genrés et donc les stéréotypes. Alors l'attribution du sexe, en fait, c'est des logiques qui sont un petit peu différentes en fonction des programmes. Family Tree Builder et MyHeritage sont les seuls, en fait, à imposer le choix d'un sexe avant de mettre une information quelconque. Alors si vous voulez rajouter un fils,
enfin rajouter un enfant, on va dire. Les programmes laissent la possibilité d'abord de saisir le nom, le prénom, etc., la date de naissance, et ensuite choisir le sexe. Là, ces deux programmes vous imposent, à travers une navigation avec les menus que vous voyez à l'écran, déjà de choisir le sexe par défaut avant tout commencement. GeneNet et Family Search ne proposent aucun sexe par défaut, mais il faudra le choisir après entre homme-femme et le point d'interrogation qu'on verra tout à l'heure. Généatique et Redis, eux, sélectionnent par défaut un sexe inconnu, puis après c'est à vous de l'adapter, sachant qu'il y a une petite particularité pour ces deux programmes. Et Philae, de ce que j'ai vu, est le seul à imposer le sexe masculin. Alors est-ce que c'est le paramétrage de l'opération qui avait pu être fait avant? Je sais pas, mais là j'ai un doute sur le fait qu'ils saisissent par défaut le sexe masculin, ce qui serait quand même assez étrange. Alors un cas spécifique pour Eredis et Généatique, ce sont les seuls programmes qui, en fait, donc, vont se positionner en neutre dès que vous saisissez un enfant ou un individu, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, c'est pas forcément dans le cadre automatiquement d'une filiation. Donc ils vous mettent d'abord sur le neutre, et puis en fonction de la saisie du prénom, ils ont une saisie, enfin une détection, enfin une saisie prédictive, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais ils vont aller définir le sexe par rapport au genre du prénom. Et bien évidemment, j'ai essayé de trouver des cas un peu pièges, et non, ils ont un système assez efficace pour les prénoms épicènes. Donc tout ce qui est prénom mix, ils vous laissent en neutre. Par contre, les prénoms vraiment genrés, là, ils vous positionnent dans la bonne case, et c'est assez efficace. Bien évidemment, on peut avoir des prénoms pour lesquels suffisamment rares, pour rarement épicènes, on va dire, mais qui peuvent l'être. Auquel cas, on a bien sûr toujours la main sur ce programme. Au niveau des changements de sexe, donc là on est dans l'ordre, on est dans l'idée qu'on a saisi un sexe et puis on veut le changer, soit parce qu'on s'est trompé, soit parce que la personne a elle-même fait une démarche dans ce sens-là. Tous les programmes permettent de changer le sexe d'un individu. Il n'y a que GeneNet qui bloque à partir du moment où un individu est en couple, est lié à une personne, quel que soit marié, en concubinage ou quoi que ce soit, eh bien il n'est plus possible de faire un changement de sexe. Il faut supprimer les individus du couple avec tout ce qui va et recréer. C'est le seul vraiment programme qui bloque la transformation d'un sexe dès lors que l'individu est en couple. Donc j'imagine que c'est plus un problème technique qu'un problème philosophique en tant que tel. Et autre constat, c'est normal, dans le cadre de la saisie d'un couple, systématiquement le sexe opposé est suggéré, puisque c'est quand même le cas de figure le plus courant. Alors à partir du moment où on sait qu'on peut donc, enfin on a vu comment était fait le choix des sexes et les possibilités qui étaient offertes pour chacun des programmes, l'idée était de voir comment on gère les personnes intersexuées. Et je l'ai titré sous alternative alternative entre point d'interrogation et inconnu, en fait. Alors les personnes intersexuées, on les appelait les hermaphrodites, donc c'est des personnes intergenres, soit par un problème chromosomique ou un problème anatomique ou psychologique, on va dire, donc des personnes qui se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre pour des raisons factuelles ou pas. Et donc on a une difficulté sur ces programmes-là parce que aucun n'offre la possibilité de classer un individu dans la catégorie intersexe. Tous vous proposent l'alternative point d'interrogation sur la colonne de gauche ou inconnu sur la colonne de droite, mais on n'a pas de catégorie troisième genre, on va dire. Alors, on imagine bien qu'à l'origine, les programmes ont développé cette troisième possibilité, inconnue ou point d'interrogation, pour simplement avoir une possibilité, lorsqu'on ne connaît pas le sexe d'un enfant parce qu'il est mort-né et qu'on nous parle d'un enfant sans préciser le sexe, on peut le saisir quand même si on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc, l'origine, bien sûr, le fondement est assez compréhensible. Mais ils pourraient faire un petit effort, les éditeurs là-dessus, pour suggérer pour créer une nouvelle catégorie intersexe qui existe dans certains pays. Donc le genre neutre, non spécifié, indéterminé ou intersexe existe en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Inde, où on a donc cette troisième catégorie, sachant que l'OMS, j'ai été regarder sur leur site, ils précisent que les enfants intersexes, ça représente 1,7% des naissances dans le monde.
j'ai simplement reporté au nombre de naissances en France, 12 500 naissances en France, de personnes intersexes. On se dit que c'est à la marge, quand même, mais ça fait du monde, toutes ces personnes-là qui pourraient avoir un intérêt d'être classées dans la bonne catégorie ou qu'on aimerait bien, en tant que généalogiste, classer dans la bonne catégorie dès lors qu'on fait une généalogie familiale. Alors on peut se dire que c'est nouveau, c'est normal, ils se sont pas adaptés. En fait, c'est pas si nouveau que ça. 2 cas de figure que j'ai trouvé dans les archives. En 1756, aux AD du Pas-de-Calais, en 1660, aux AD d'Eure-et-Loire, 2 enfants hermaphrodites. En l'occurrence, ils sont décédés, mais si on veut les saisir dans un programme généalogie, ils ont été déclarés comme filles, hein, Augustine et Anne, mais bon, dans les mentions marginales, il est des fois évoqué que c'était des garçons. Donc, on les met comment, ces personnes-là? Même sans être confrontés dans un cas familial à des personnes intersexes, l'hermaphrodisme peut nous mettre dans une situation où on ne sait pas comment le saisir sur un programme. Alors, après, il était intéressant de voir un petit peu les stéréotypes dans lesquels tombent, entre guillemets, les programmes généalogiques. Il y en a 4 sur 7 qui sont dans les clichés du bleu et du rose. Je vous ai mis donc l'illustration ici à travers Eredis, MyHeritage, Geneanet et Family Search. On est bien dans les hommes en rose, les femmes en bleu, et puis c'est assez bruyant pour les 2 premiers. Pour les 2 derniers, c'est simplement un liseré, donc c'est plus discret, mais on est quand même dans les couleurs, les codes coloriels clichés. 2 programmes sortent un peu du cliché, mais sans complètement en sortir. Philae avec un turquoise et un rouge pâle, on n'est pas loin du bleu et du rose quand même. Généatique avec du bleu et du saumon. Et pareil pour Family Tree Builder. Donc 3 programmes là ont essayé de sortir un peu des clichés. Et puis, je vous le mets en 1000, mais j'avais pas trop de doutes. Quand une personne est de sexe inconnu, là, c'est du gris. C'est le traditionnel gris quand on sait pas. Au moins utilisé par Family Tree Builder, MyHeritage et Geneanet et Family Search. Le bandeau gris ou le fond de caisse gris. Pour autant, on en a quelques-uns qui sortent un peu du cadre du gris. 3 d'entre eux. Le Généatique qui propose le blanc, qui me semble quand même être assez adapté pour une couleur intersexe. Eredis le vert. Et puis bizarrement, Philae le bleu. L'autre est un bleu turquoise, et c'est plutôt un bleu lavande. Ça dépend comment ça rend un peu au niveau des écrans. Mais c'est assez trompeur du coup d'utiliser la couleur bleue pour une personne pour laquelle on n'a pas choisi de sexe. Donc au niveau du genre et de la non-binarité, on fait le constat qu'on a la liberté de choisir donc le sexe qu'on veut et de le modifier a posteriori. On constate l'absence quand même préjudiciable d'une catégorie intersexuée. Et puis, on a quand même des codes coloriels assez stéréotypés, pour lesquels il serait assez facile pour les programmes de sortir un peu faire quelques ajustements qui seraient comme pas compliqués techniquement. Alors, 3e cas de figure que j'ai analysé, c'est l'homoparentalité. Donc l'idée c'était de voir quel sort les éditeurs, les 7 éditeurs que j'ai analysés, réservent aux structures familiales homoparentales. Donc là on a vu tout à l'heure les couples homosexuels, on a vu que c'était possible, mais là l'idée c'était de voir donc une cellule homoparentale donc avec un ou plusieurs enfants. Sachant que l'origine, bien sûr, de cette situation peut être multiple à travers les inséminations, avec donneur, la GPA, l'adoption ou un couple homo formé après la naissance d'un enfant pour l'un d'entre eux. On a plusieurs cas de figure qui fait qu'aujourd'hui on est amené dans notre généalogie ou dans la généalogie qu'on fait pour d'autres, on est amené potentiellement à traiter ces cas de figure. Sachant qu'on va aborder, comme tout à l'heure, au niveau des couples homo, à la fois l'examen de la cohérence graphique et la cohérence lexicale.
Alors le premier programme dans l'ordre génétique, lui gère assez bien graphiquement l'homoparentalité, donc avec donc un enfant. On est bien dans le cadre d'un couple homo avec un enfant. Là pour le coup, donc les deux individus sont coloriés de la même couleur, et dans l'arbre qui est plus à droite, en haut à droite, vous avez donc les couleurs qui sont respectées pour les deux paires auxquels donc on associe un enfant. Par contre, au niveau des outils d'édition, là on a par exemple Martine Foucault et Céline Dessieux qui ont eu donc un enfant, donc deux femmes tout du moins, et le phrasé par défaut c'est son père et sa mère, quel que soit le sexe des hommes, c'est son père et sa mère. Il veut pas le savoir, il n'a pas du tout adapté le programme. Et pourtant tout à l'heure, dans le cas d'une union homosexuelle sans enfant, il était à même de bien déterminer que c'était un homme, enfin deux femmes ou deux hommes. Et là, dès lors qu'il y a un enfant, boum, ça marche plus. Donc là, quelques ajustements au niveau des outils d'édition. Eredis, au niveau de la représentation graphique, eh bien, présente les mêmes couleurs pour les deux parents, avec l'enfant en dessous. Par contre, au niveau de la barre latérale de navigation, donc à droite de l'outil, donc à droite du slide là, eh bien, on a encore le père, mère avec la couleur bleue et rose, alors que ce sont deux femmes. Donc la cohérence graphique est bonne, mais l'outil de navigation n'est pas bon. Par contre, dans les outils de narration, on va dire, donc je présume qu'ils sont sur le Filiatus, là c'est raccord. On a bien un accord, que ce soit des hommes et que deux pères ou deux mères, là ça marche bien. Family Tree Builder est cohérent sur le plan graphique. Vous avez Justine Bieber et Justine Bridou qui sont mariées avec les mêmes couleurs, deux femmes liées à un garçon. Cohérent aussi sur la fiche familiale. Ça s'arrête là, puisque comme le programme ne propose pas d'outils d'édition automatisés, j'ai pas pu constater s'ils étaient raccords partout. MyHeritage, là c'est non, il veut rien savoir. Si vous voulez lier un enfant à deux pères ou à deux mères, vous n'y arriverez pas. Graphiquement, vous arriverez à ce que je vous présente là, Paul Nîmes qui est en couple avec François Toulouse. On peut bien mettre un couple homo, mais l'enfant, en l'occurrence Noé Nîmes, ne pourra être accordé que l'un des deux. Alors c'est au choix, mais pas les deux. C'est le seul qui bloque. Pour une raison que je ne comprends pas, sachant que Family Tree Builder, donc le programme logiciel, lui le permet. Mais MyHeritage en ligne ne permet pas. GeneaNet est assez du coup bien dans tous les points, c'est-à-dire que au niveau graphique, on a le respect des bonnes couleurs avec les petits liserés qui sont pour le coup bleus dans l'exemple cité. Dans l'autre outil de navigation un peu plus textuel, on a aussi les bons raccords, tout va bien. Et au niveau de l'outil de présentation narrative, donc en l'occurrence son partenaire Patronomia, il accorde bien les couples. Là, John Doe qui s'est marié avec Jean Dupont, ils ont eu un garçon, donc il s'est marié, tout est bon, dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Philae reste partiellement cohérent sur le plan graphique, sachant que comme ils n'ont pas d'outil d'édition automatisé, j'ai pas pu voir l'aspect narratif, mais en tout cas le schéma, enfin l'illustration à gauche est bonne. Par contre, au niveau d'un des outils de navigation latérale, c'est comme Eredis, on va avoir un code couleur qui est resté à l'origine avec du rose et du bleu, même si pour le cas de figure ici c'était deux femmes. Family Search, alors là on a une parfaite cohérence dans tous les outils, avec la précision qu'ils n'ont pas de programme d'outils de présentation narrative, pas en français tout du moins, il y en a peut-être dans d'autres langues. Donc la cohérence graphique sur la partie gauche, et dans les outils de navigation, on a bien aussi le respect des bonnes couleurs sans aucun problème. Donc au niveau de l'homoparentalité, donc c'est bien le couple qu'on lie avec un enfant, quel que soit son sexe. 6 programmes sur 7 donc, le permettent sans aucune difficulté, à l'exception de MyHeritage. Pour autant, il faut constater que rares sont les programmes qui sont parfaitement cohérents, tant sur le plan graphique que sur le plan narratif.
Et encore la précision sur le fait que j'ai pas testé tout, donc il est possible qu'il y ait quelques programmes qui soient performants sur certains points et voire pas du tout sur d'autres. La triparentalité, le trouble, comme il a été évoqué hier aussi. Donc c'est l'idée de voir ici comment les programmes quel sort ils ont réservé aux structures familiales triparentales. Donc la triparentalité, j'ai repris la définition d'un modèle familial constitué autour de deux géniteurs et d'un troisième parent dit social, alors qu'ils vivent ou pas sous le même toit. Donc on est bien dans l'appellation trouble, qui est légalisé dans certains États d'Amérique, je crois, mais bon, c'est loin d'être le cas partout. Donc ça m'intéressait de voir un peu comment on pouvait gérer ces cas de figure dans les différentes possibilités qui sont offertes avec la PMA, la GPA, enfin tout ce qu'on a vu dans l'intervention d'hier de Delphine, on se retrouverait parfaitement dans ces cas de figure. Puis je me suis dit qu'il n'y a pas forcément que des situations de ce genre, on peut également mettre sous l'appellation triparentalité, alors c'est peut-être le nom qui convient pas, mais des cas de figure d'une famille recomposée où un enfant va être élevé par son beau-père, vivre avec sa mère, mais sur son arbre généalogique il veut quand même mettre son père, son géniteur avec lequel il a ou pas des relations, c'est pas le problème, mais là on aurait la personne qui l'a élevé, donc on est dans une situation assez traditionnelle du coup de la famille recomposée où un enfant peut vouloir accorder autant d'importance dans sa généalogie à son beau-père ou à sa belle-mère. Bah là, c'est syntaxe erreur aussi, c'est aucun programme ne permet de raccorder un enfant à 3 parents. J'ai essayé par différents biais, c'est pas possible, alors il faudra toucher au code, là c'est plus compliqué, mais en tout cas c'est absolument pas possible. Le schéma 2 papas, une maman, 2 mamans, un papa, circuler, il y a rien à voir. Là, on dit quand même, si on intègre les familles recomposées qui pourraient légitimement vouloir se retrouver dans ce cas de figure-là, c'est quand même 700. En 2018, l'INSEE évoquait 700 000 familles recomposées. Donc, à l'instant T, il y avait 700 000 familles recomposées. Mais si on prend toutes les familles, tous les adultes qui sont issus d'une famille recomposée, on arriverait quand même dans un nombre assez conséquent de personnes qui pourraient vouloir positionner le beau-père ou la belle-mère, au moins pour ces cas de figure assez traditionnels, dans leur arbre généalogique, auquel cas ils ne peuvent pas. Et là on se dit que quand même on n'est pas à la marge et il faudrait travailler un peu sur ces aspects-là au niveau des éditeurs. Alors la dernière partie des constats concerne les alternatives à la filiation. Alors on pourrait évoquer la pluriparentalité, même si on n'est pas exactement dans ce cadre-là. Donc là, l'idée était de voir les capacités des programmes à voir ce qui nous autorise comme relation autre que biologique. Donc c'est le premier pas. On va voir un peu les filiations alternatives, comment on peut relier un enfant à plusieurs parents, à plus de 2 au moins, et en l'occurrence la plupart du temps 4. Et à défaut, est-ce que les programmes nous autorisent à qualifier une parenté autre qu'une filiation biologique, sachant que dans le chapitre précédent, on avait constaté qu'aucun programme ne peuvent figurer plus de 2 parents graphiquement, on va dire. Donc on sait que c'est pas possible, et à partir de là, ça veut dire qu'on nous offre ou pas la possibilité de saisir des alternatives. Alors, on peut imaginer que ça concerne que l'évolution des mœurs contemporaines, encore une fois, et là j'ai fait le parallèle en me disant, et si dans le passé on se trouvait à des cas de figure de ce genre-là, et si on avait une généalogie où on avait 4 parents, 3, un peu comme l'exemple de Stéphane hier. J'ai trouvé. Par exemple, l'acte de naissance de Célestin Baril en 1907 à Lens. Alors il est enfant naturel d'Aline Baril, avec un père non dénommé, classique. Mais alors dans la marge, on trouve qu'il a été reconnu par Victor Bruyard en 1907, et dans la même marge, par Nicolas Gare en 7 janvier 1911. Donc on a 2 mentions marginales de père qui déclarent l'enfant,
Comment vous mettez ça dans une généalogie? Alors ça ne veut pas dire qu'il a 2 pères et qu'on veut vouloir absolument présenter du coup 2 pères et une mère. Mais aucun programme va nous... Enfin, aucun programme, c'est ce qu'on va voir justement. Quel programme peut nous permettre de créer une alternative filiative, une hypothèse numéro 2 pour faire la généalogie des 2 pères, parce que sauf ADN, on n'a pas trop la possibilité, ou un acte éventuellement judiciaire qui nous porterait à penser que c'est... Enfin, qui validerait une des 2 hypothèses. Mais en tout cas, là, on voudrait bien peut-être travailler sur les 2 hypothèses. Autre cas de figure, en 1773, dans les années de la Nièvre, on a la naissance de Barthélemy Paget. Jusque-là, rien de normal. Il est le fils d'Anne Paget et de Mathias Barré, mais aussi de Pellerin Barre. Tout simplement parce que... la mère a déclaré publiquement et à plusieurs reprises avoir eu commerce avec les 10 Mathias et Pellerin, en sorte qu'elle ne sait pas au juste qui est le père de son fils. Voilà, donc là on a 2 pères. Alors il se trouve que Pellerin et Mathias sont 2 frères. Donc les grands-parents sont les mêmes, ça va résoudre un peu le problème, mais dans l'hypothèse où c'est pas 2 frères, ça va être un peu compliqué de le présenter sur un logiciel de généalogie. Alors justement, que nous propose-t-il ces fameux programmes de logiciels généalogiques ou enfin les éditeurs de programmes en l'occurrence. Alors je vais commencer par Généatique. Je commence par lui tout simplement parce que j'avais suggéré il y a quelques années la possibilité en tant que bêta-testeur de justement pouvoir mettre des filiations alternatives dans ce cas de figure ou dans d'autres. Et j'ai eu l'agréable surprise pour la version 2020, du coup, c'est peut-être pas 2021, c'est la version 2020. Eh bien, ils ont créé une solution avec un flip-flop entre les parents de référence et les parents additionnels. Donc en fait sur l'écran de saisie, dans le menu de navigation, vous avez les parents en pluriel et puis on peut choisir l'une ou l'autre des filiations et travailler sur les 2 filiations en même temps. Alors graphiquement, ce sera toujours celle qui est sélectionnée qui sera représentée, mais à travers le bouton flip-flop, là vous pouvez choisir de présenter l'autre et de travailler donc sur les 2 pistes. Et en l'occurrence, c'est parfaitement adapté pour afficher 2 filiations, travailler les 2 et puis travailler sur une filiation biologique et adoptive, puisque dans l'appel valeur, il nous propose de choisir soit la filiation biologique, soit la filiation adoptive notamment. Donc bon, ça prend pas toutes les cas de figure, mais au moins on a une possibilité là-dessus. Généanet nous offre aussi cette possibilité d'explorer une deuxième arborescence, on va dire, à travers une nouvelle relation qu'on crée et qu'on va pouvoir paramétrer avec un libellé adapté, soit l'adoption, soit la reconnaissance, soit une filiation hypothétique. Donc bon, c'est un tour de passe-passe pour aller créer une nouvelle relation, c'est un peu moins facile d'accès que Généatique, mais en tout cas c'est possible. Philae aussi, depuis quelques années, je crois que ça fait 3 ans, ils ont mis en place les parentés alternatives qui permettent là aussi de saisir autre chose et de choisir des parents adoptifs, biologiques, légaux, putatifs ou nourriciers. Donc ils ont été assez loin dans l'appel valeur. Donc là c'est possible, on peut bien travailler sur 2 branches, étant précisé que en aucun cas les 4 parents apparaîtront graphiquement. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas possible, mais au moins on peut travailler. Family Search, malgré ce qu'on aurait pu imaginer de par l'origine du programme, propose aussi assez facilement de créer des nouveaux parents. En fait, vous pouvez créer autant de parents que vous voulez en choisissant après vos préférés, ou vos préférés. Oui. Donc on peut créer des parentés et plusieurs. Je n'ai pas été voir si on pouvait mettre 6, mais en tout cas on peut mettre 4 sans aucun problème, avec une saisie libre qui nous permet justement de ne pas être limité par un appel valeur et d'aller saisir la nature de la relation entre un couple de parents et l'enfant. Les autres programmes ne permettent pas de saisir des filiations alternatives, on va dire. Donc l'idée c'était de regarder ce qu'ils proposent. Eredis propose un pis-aller en allant qualifier différemment la parenté, puisqu'ils offrent la possibilité d'y mettre
l'appel valeur, qu'est-ce qu'il y a, j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est biologique, adoptive et nourricière peut-être. Donc et d'autres choses aussi hypothétiques. Donc là, on a une possibilité quand même d'aller spécifier la nature de la relation, mais encore une fois, pas de mettre d'autres parents. Family Tree Builder et MyHeritage, là du coup, sont raccords. Ils nous proposent un appel valeur pour mettre autre chose qu'une liaison biologique. Donc en synthèse, au niveau de ces alternatives à la filiation ou la pluriparentalité, 3 programmes vraiment nous proposent des solutions. Génétique, alors à mon goût, est vraiment la plus avancée, la plus simple. Et puis les 3 autres ne le permettent pas, mais quand même autorisent de spécifier la nature de la relation. Donc on a quand même un pis-aller sur ce plan-là. Et le constat est quand même de dire que les programmes sont pas du coup très au point sur ces situations-là d'évolution sociétale, et voire même qu'on l'a vu sur des exemples de filiation sur des documents historiques. Alors ce constat étant fait, l'idée c'est de réfléchir aux raisons du pourquoi et puis à celle de garder espoir dans ce cas de figure-là pour que la généalogie, les outils généalogiques puissent correspondre à l'utilisation qu'on va en faire par le plus grand nombre. À mon avis, 3 types d'origine. Je pense que les éditeurs ont un manque de sensibilité sur le sujet. Ça me semble assez tomber sous le sens. D'une part parce que c'est une demande qu'ils considèrent marginale, et les éditeurs vont en général travailler pour une offre qui correspond au plus grand nombre et mettre les moyens sur des choses qui peuvent intéresser le plus grand nombre de leurs utilisateurs. Donc c'est pas complètement illogique, hein. Il y a peut-être une question d'image aussi. Je crois que certains programmes n'ont pas mis très rapidement et de manière très évidente en avant qu'ils permettaient de saisir des unions homosexuelles. Donc il y a peut-être aussi des freins en termes d'image qui limitent les avancées fonctionnelles pour les éditeurs. Puis aussi probablement que le gay friendly, même si c'est réducteur parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les évolutions qui pourraient être apportées ne concernent absolument pas que les couples gays, loin de là. C'est pas forcément dans l'air du temps au niveau de la généalogie pour l'instant, et je pense que du coup les éditeurs sont assez peu sensibles au sujet. À mon avis aussi, il y a un autre problème. Est-ce que c'est franco-français ou pas, mais je pense que les programmes sont trop orientés sur l'utilisation purement généalogique de leur outil. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont adapté leur programme par petits bouts, des modifications successives, etc. Mais comme on l'a vu, entre la cohérence lexicale et la cohérence graphique, il y a quand même des trous dans la raquette. Et ils n'ont probablement pas eu, à un moment donné, l'idée de se poser et de voir si vraiment leur programme était adapté à des configurations autres que des couples hétérocentrés. Et du coup, on arrive à quand même quelques bugs. À mon avis aussi, les programmes, au moins français, c'est peut-être moins vrai sur les programmes anglo-saxons, sont vraiment orientés sur de la généalogie ascendante. Tout est fait pour la généalogie ascendante. Alors on peut pas le reprocher, parce que c'est le cœur même de leur métier, mais quand on va dans une utilisation plus différente, avec une généalogie avec plus de collatéraux, plus contemporaine, voire descendante, elle est bien sûr permise, mais on voit que probablement moins adaptée, et aussi les programmes sont moins étudiés pour un outil de gestion de la relation familiale. On est vraiment dans des utilisations généalogiques pures et filiatives, dès lors qu'on veut faire une base de données familiales en prenant justement en compte des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans des situations autres que un couple hétérocentré. C'est plus vraiment la préoccupation des programmes. À mon avis aussi, ils prennent pas en compte les évolutions disciplinaires qui pointent le bout de leur nez, ou qui sont installées depuis pas mal de temps. Je pense notamment à la psychogénéalogie, la généalogie médicale, la généalogie génétique, où là, on est un peu coincé sur un certain nombre de choses par rapport au programme classique. Et puis, à mon avis, les programmes cités ne sont pas
voit pas peut-être un virage qui pourrait arriver dans l'utilisation généalogique par les généalogistes amateurs, avec un engouement quand même pour la généalogie descendante, ou les cousinettes, alors qui existent depuis longtemps, mais qui sont quand même, j'ai l'impression, un peu plus comme objectif de certains généalogistes. On trouve beaucoup de généalogistes, bien sûr, qui veulent faire une généalogie ascendante, mais il y en a quand même qui veulent commencer par le haut et redescendre et vraiment mettre toute leur famille éloignée ou proche et contemporaine, et j'ai l'impression que c'est une demande qui est croissante. Enfin, aux origines de ce constat, il me semble qu'il y a des limites techniques réelles. On l'a évoqué à travers l'intervention hier d'Éric et Jean-Jacques. On a le carcan de la norme JEDCOM qui effectivement pose un problème, et il pose un problème d'autant plus au niveau de l'interopérabilité entre les différents programmes. On a la numérotation de SOSA qui effectivement impose soit un nombre pair, soit un nombre impair, et qui bien sûr vient rendre les choses un peu plus complexes quand on est dans une configuration autre qu'un couple hétérocentré. Et puis probablement des difficultés graphiques aussi à générer des visuels où on a plusieurs parents, et en tout cas plus que 2. On a quelques raisons d'espérer, à mon avis, quand même. Les vertus de la concurrence. Je pense que les programmes, quels qu'ils soient, ont besoin d'innover, ont besoin de proposer des choses. Je pense que ça en fera partie. Il y a aussi l'intérêt d'être précurseur pour ces programmes. Alors, il y a un problème d'image quand c'est un peu des thématiques originales, mais on a quand même avantage à être précurseur. Et puis, on n'a pas intérêt à être trop suranné parce que on va vite perdre en vente. Deuxième raison d'espérer, à mon avis, c'est l'évolution sociologique et démographique de la clientèle. On a des clients de plus en plus technophiles, nomades et infidèles qui, s'ils ne trouvent pas des configurations qui pourraient répondre à leurs besoins, ils iront voir ailleurs. On a aussi des généalogistes qui sont plus confrontés à des situations sociétales dans leur propre famille et qui voudraient pouvoir les mettre. Donc ça se développe, et naturellement ça fera infléchir les éditeurs. Et puis une nouvelle génération probablement un peu plus sensible à ces cas de figure qui les rechercheront et ne s'étonneront pas qu'on puisse les trouver. Et puis enfin, c'est une dernière raison d'espérer, c'est que il me semble que les programmes sont de plus en plus à l'écoute de leurs utilisateurs, à la fois des bêta-testeurs qui sont les mains dans le cambouis, entre guillemets, des utilisateurs à travers toutes les occasions d'être en direct avec eux et d'avoir les remontées qui font que naturellement ils seront sensibilisés, en plus de la présentation s'ils la voient aujourd'hui, à ces cas-là. Il n'y a pas que les programmes qui ont besoin d'évoluer, et ce sera ma conclusion. On a aussi des raisons d'espérer, parce que ce qui est le plus figé arrive quand même à évoluer. C'est-à-dire que là on a vu les programmes généalogiques, mais dans la généalogie on a aussi la représentation généalogique. Donc là je fais une aparté qui me concerne directement par rapport à ma profession. Mais on a des supports papier qui sont présumés figés, qui évoluent. Par exemple, Graphistory, l'image en haut à droite est une représentation graphique, donc préimprimée, on ne peut pas la modifier, sur lequel on a 3 parents, on a 2 enfants en bas qui tiennent des ballons, et on a 3 parents. Alors soit un couple recomposé, soit des beaux-parents, soit une triparentalité, mais en tout cas on a 3 bulles pour présenter 2 papas et une maman. En bas à gauche, on a une réalisation d'Anne Massini qui propose un support graphique quadrillé, totalement libre, sur lequel vous mettez des autocollants et que vous pouvez lier les individus, mais dans n'importe quel sens, tous les aspects, sans aucune difficulté. Et puis un peu d'autopromotion à travers un support que j'ai fait évoluer juste pour ça aussi, notamment pour ça, qui est le Genesquisse, donc qui est un support préimprimé avec des cases établies, donc un modèle figé quand même, mais c'est une figure libre, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, y compris 3 parents, 4 parents, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez dans un sens ou dans l'autre, et du coup on a un support qui s'adapterait aux évolutions qu'on vient d'évoquer. Voilà, je vous remercie.